Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi. On fera un débat évidemment, expertise et analyse et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui les soft skills au service de l'entreprise mais aussi de l'individu. On fera le point avec une coach qui s'appuie sur les neurosciences. Elle est avec nous. Smart et réglo, prestataire ou salarié, c'est un choix cornélien que nous explique Étienne Pujol, notre avocat. Il sera avec nous dans notre rubrique. La pause café avec Fanny Griesmer. Que reste-t-il de nos rêves d'enfant? Vous savez, quand on voulait devenir pompier, chirurgien ou footballeur professionnel, que reste-t-il, vous qui êtes devenu adulte? Évidemment, en cours de route, on a parfois changé de voie. Fanny nous explique tout. Et puis dans le cercle RH qui sera notre débat, on s'intéresse à la reconversion professionnelle, un sujet ô combien d'actualité dans cette période Covid. Il y a les reconversions forcées, puis il y a celles que l'on souhaite faire pour renverser la table ou pour tout simplement changer de vie. On fera le point, c'est notre débat dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, nous serons avec la responsable Pauline Roche du Bon Coin. On s'intéressera à la marque employeur. Elle est importante et stratégique. Ce sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Mais d'abord, bien dans son job, et on parle des soft skills et des neurosciences. Bien dans son job, c'est une rubrique qui donne souvent la parole à des coachs qui accompagnent des cadres, des dirigeants. On en parle aujourd'hui avec Hanan Karmoun. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Brain Me Up Consulting. On reviendra sur le titre de votre entreprise parce qu'elle fait référence aux neurosciences. Vous avez un cabinet de conseil à Paris, de formation et de coaching. Vous travaillez sur les soft skills et vous travaillez sur les neurosciences. On va en parler dans quelques instants. D'abord, c'est intéressant, le parcours d'un coach. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas fait d'école de coach? En général, on est d'abord dans l'entreprise, puis ensuite on se jette dans le coaching. C'est ça votre histoire? En fait, quand on est coach, on est passionné par l'humain d'abord, et aussi par les organisations dans lesquelles il intervient. En fait, on fait beaucoup d'humain à la base. Et c'est vrai que moi, mes nombreuses années d'expérience managériale dans la finance m'ont fait côtoyer l'humain dans toute sa splendeur. Donc je suis une passionnée de l'humain et des organisations, et j'ai voulu porter cette idée de performance et du bien-être du collaborateur au sein des entreprises comme un métier et pouvoir le démontrer par les neurosciences pour avoir finalement un sujet scientifique à apporter, parce que c'est vrai que les soft skills, ça reste quelque chose de qualitatif, on ne sait pas comment les appréhender, mais aujourd'hui on a fait quand même de gros progrès. Soft skills, c'est quoi la définition que vous donnez, vous, comme coach? C'est les à côté, c'est ce qui n'est pas dans le cœur du diplôme et du métier? Alors, si vous voulez, très souvent, on définit les soft skills par opposition aux hard skills. Et moi, je pense que c'est une façon assez binaire de voir les choses, parce que dans la pratique, c'est beaucoup plus nuancé. C'est vrai que les soft skills deviennent de plus en plus prépondérants dans le monde de l'entreprise, mais ils ne vont pas rendre obsolètes les hard skills. Je pense qu'il faut les voir comme les deux facettes d'une même médaille. En fait, concrètement, c'est quoi un soft skill? Les soft skills, ce sont les compétences comportementales qui ne sont pas liées à la technicité des métiers, qui sont affaires de savoir-être, qui sont affaires de nos émotions et de notre capacité aussi à nous comprendre. Si on y met des mots, c'est quoi? C'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est le courage, c'est tout ça les soft skills? Alors, il y a plusieurs nomenclatures et c'est vrai que pour comprendre un peu d'où ça vient, c'est les forces armées américaines dans les années 70 qui les ont définies comme les compétences professionnelles qui ne sont pas liées aux machines. Et ensuite, des études menées par IBM et Microsoft ont défini 4 soft skills critiques qui sont la créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. Donc en fait, on retrouve dans toutes ces briques de soft skills des choses qui vont nous amener à avoir des interactions interpersonnelles et intrapersonnelles profitables avec nos collaborateurs. Donc ça va être effectivement l'empathie, la communication, la confiance en soi, la confiance également auprès des collaborateurs. Brain Me Up Consulting, elle a une particularité, c'est que je le disais, elle s'appuie sur des exercices de neurosciences. Votre client entre dans la salle de formation. Il vient d'une entreprise de la finance. Je crois que vous travaillez beaucoup dans le domaine de la finance, qui était votre environnement. Vous d'abord, vous fixez avec lui un objectif, j'imagine. On part d'un point A et on va aller jusque-là. C'est bien ça l'idée? Alors l'idée, c'est qu'il a en lui-même ses propres ressources pour s'améliorer. Le coach n'apporte pas de solution. Il est là pour faire prendre conscience que le coaché a ses propres ressources et on va le guider dans une meilleure compréhension avec le questionnement affûté. Et je dirais que les neurosciences, avant tout,
c'est aussi de la neuropédagogie. Parce que pour pouvoir agir sur son cerveau, eh bien, le meilleur moyen, c'est de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc déjà... Lui expliquer déjà comment ça marche. Très simplement, voilà. Ça marche comment, cerveau, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous lui dites à votre client pour être simple? Pour être simple, il y a deux hémisphères, le gauche, le droit, l'émotion, la raison, on commence comme ça? Alors moi, je ne suis pas binaire dans ce sens-là. J'explique aux clients que dans notre vie de tous les jours, notre cerveau a élaboré des stratégies, c'est ce qu'on appelle des heuristiques, des façons simples et raccourcies de réagir. Il a un stock de réponses qu'il utilise dans des situations. Ça, c'est l'héritage, le fruit de notre évolution, parce que le cerveau pèse 3% de notre masse corporelle, mais consomme 25% d'énergie. Donc du coup, pour pas nous affaiblir, il va tout de suite chercher des réponses rapides. Et je lui explique que justement, pour pouvoir basculer en mode préfrontal, qui est la partie derrière le front et qui est la partie la plus récente de notre évolution, qui est le siège des apprentissages, eh bien effectivement, il faut passer par des exercices de bascule. Ça veut dire que l'individu va devoir, de manière consciente, faire des exercices pour que ces nouveaux ancrages comportementaux sur le préfrontal. Voilà, deviennent les nouveaux et que le cerveau aille les chercher de manière préférentielle. Donc c'est pas un diptyque, c'est un triptyque, le cerveau. Il y a les deux hémisphères et puis il y a le préfrontal. Et vous dites, alors avec des exercices, j'imagine qu'il y a un travail qui se fait pour que votre client puisse aller chercher son énergie ici, c'est ça? Exactement. Il y a le mode mental automatique et le mode mental adaptatif. Et dans notre vie de tous les jours, on est en automatique. Et là, aujourd'hui, la crise dans laquelle on vit nous a tous montré qu'il fallait basculer dans ce préfrontal pour aller chercher de la polyvalence, de l'agilité, de la flexibilité. Qu'est-ce qu'il va chercher dans le préfrontal? Qu'est-ce qui se passe très concrètement, physiquement même, j'allais dire, chez votre client? Il se dit, ah bah oui, effectivement, j'aurais pas répondu ça si j'avais utilisé, je dirais, mes réflexes un peu conditionnés. Vous découvrez qu'il répond autrement, qu'il répond différemment. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'il va faire preuve de nuance, qu'il va relativiser, qu'il ne va plus être dans la routine et qu'il va voir aussi les choses différemment. L'idée, c'est de lui faire prendre conscience d'une situation et, avec des exercices de remise en question, lui faire émerger des idées nouvelles, en fait. Et c'est ça qui va casser finalement cette routine et qui va se sentir à l'aise parce qu'il va se retrouver en sérénité. Et il va aller recruter le bon mode mental qui va lui permettre de sortir de cette situation stressante et qui n'est pas efficace. Excusez-moi d'être un peu concret encore une fois, mais à quel moment il sait qu'il est en train d'aller chercher son énergie et ses réponses dans le préfrontal? Et il le sent tout de suite, il se sent plus serein, il a des gestes beaucoup plus détendus d'un point de vue physique, le corps est beaucoup plus relâché et puis là, il y a l'émergence d'idées nouvelles en fait, parce qu'il va sortir de sa routine. Et vous notez à ce moment-là, c'est un peu comme quand on décrit ses rêves au réveil le matin, il faut vite les écrire pour s'en souvenir? Effectivement, c'est toujours bien de les écrire. Donc le coaché, lui, fait les exercices et c'est mieux que ce soit le coach effectivement en face qui prenne ces notes-là. Mais c'est surtout un bien-être que la personne va ressentir en elle-même. Et ça se fait dans la régularité. On ne fait pas ça une fois et on se dit, ça y est, je vais basculer en préfrontal automatiquement. C'est la répétition en fait pour dégager des nouveaux comportements, des nouvelles voies. Sans nous dévoiler, Anan, le secret du Coca-Cola, c'est-à-dire votre secret, il y a une technique, vous apprenez une technique particulière pour basculer en préfrontal, puisque c'est un peu finalement l'objet de notre échange aujourd'hui. Je découvre qu'on a le préfrontal et qu'on peut aller chercher cette énergie et des pensées dans cette zone. C'est quoi la technique? C'est de la respiration? C'est quoi? Alors, ça peut être un mélange de beaucoup de choses. Tout dépend en fait à quoi le coaché est sensible. Alors, vous avez déjà, pour certaines personnes qui sont déjà dans un mode un petit peu anxieux et stressant, utiliser peut-être déjà un peu la méditation, utiliser aussi... Il faut les relâcher, quoi. Voilà, il faut déjà qu'ils se relâchent, qu'ils sentent un petit peu leur côté sensoriel, parce que c'est aussi une façon de se reconnecter quelque part à soi-même. Voilà. Et puis ensuite, on va travailler sur des exercices très concrets. On va aborder des problématiques. Vous avez des personnes qui ont des antivaleurs absolument dans le monde du travail. Comment les dépasser? Eh bien, c'est simple. On fait des exercices qu'on appelle le pack aventure. C'est extraordinaire. On fait trouver des avantages à l'antivaleur de la personne. C'est quoi l'antivaleur? Par exemple, une personne qui vous dit, moi, je pense que l'irresponsabilité, c'est une antivaleur pour moi. Quand j'ai des gens irresponsables, je ne peux pas travailler avec eux, c'est impossible. Et donc, il devient cassant et ça provoque des choses, évidemment, en cascade. En cascade, par ricochet. Et ça, vous essayez de le casser, ça? Alors, j'essaye, en tout cas, à partir du moment où il y a une volonté, bien évidemment. Oui, c'est 50-50. Voilà, c'est d'amener à la personne à, justement, basculer et réaliser que d'être irresponsable, ça peut aussi avoir des avantages. Ça ne veut pas dire que l'antivaleur va devenir la valeur de la personne. Mais
elle va pouvoir Vous travailler l'adoucissez. avec. Elle va, voilà, exactement. On va l'adoucir et ça sera plus un point d'achoppement, en tout cas en termes de réunion ou de confrontation. Avant de nous quitter, Anand Karmoun, c'est ce qui est important de savoir, si j'ai bien compris, c'est que votre client vous arrive aussi parce que son COMEX ou ses managers ont dit, là, on a un point de tension, on a un point de difficulté avec ce manager dans sa relation. C'est de ça dont il est question. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais pas que ça. Vous savez, il y a des choses aussi très bien qui se passent en entreprise. Oui, bien Une sûr. personne qui prend un poste et qui a envie pleinement d'assumer son leadership et d'avoir toutes les clés en main pour se comprendre et aussi pour comprendre les autres. Avant de nous quitter, combien de temps ça dure cette formation pour ce fameux manager qui tout d'un coup va rentrer dans une zone d'inconfort? Vous l'accompagnez, ça dure combien de temps ce coaching? Le coaching, c'est quelque chose qui dépend vraiment du coaché en termes de résistance, sa volonté aussi à le faire. Et c'est pas quelque chose qui se fait par une baguette magique. Vous comprenez bien que les canaux neuronaux doivent être mis en place par la pratique. C'est des séances de 10 séances avec les coachés pour qu'on arrive vraiment à quelque chose d'assez efficace. 10 séances avec évidemment un travail de notes régulier pour essayer de compiler. Et des mises en pratique, c'est-à-dire on se voit, la personne est en pratique dans le sein de l'entreprise. Évidemment. Parce qu'il faut aussi que la personne puisse pratiquer dans sa vraie réalité. C'est comme le sport, tout ça. Voilà, il faut la théorie, puis ensuite il faut aller sur le terrain pour pratiquer. Merci Anand Karmoun, fondatrice de Brain Me Up Consulting, les neurosciences, oui, la zone frontale. Tout à fait, la préfrontalisation. La préfrontalisation, aller chercher tout ça dans la préfrontalisation. Voilà, j'ai appris qu'on avait cette zone de notre cerveau. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau. La suite de notre programme, eh bien, c'est Smart et Réglo. C'est un avocat qui est là. Il va nous expliquer la différence entre le salariat et la prestation, qui est un vrai sujet aujourd'hui, un peu complexe. Étienne Pujol nous explique tout. Il arrive. Smart et Réglo, c'est un focus juridique chaque jour avec nos avocats. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec Étienne Pujol, avocat associé chez Beryl Law. Law, je trouve ça très très beau le nom de ce cabinet. Salariat ou prestation, vous avez voulu nous en parler parce que moi je me disais qu'après tout les choses étaient relativement clairement définies. Non, c'est pas si simple. C'est quoi la différence et pourquoi il y a objet de conflit sur cette question du salariat et de la prestation ? Parce qu'en fait, il y a une différence fondamentale, c'est que le salariat implique un lien de subordination et implique surtout pour l'entreprise utilisatrice des charges sociales à payer sur la rémunération de la prestation, alors que recourir à un indépendant, à un contrat de prestation de service, en revanche, c'est que de la facturation et rien d'autre. Concrètement, la différence entre le salariat et la prestation, il faut qu'elle soit définie. Tout le monde ne peut pas être prestataire parce que le juge peut dire « mais attendez, vous auriez pu très très bien l'intégrer ». Je pense évidemment à une affaire qu'on a traitée sur ce plateau, qui est l'ubérisation. C'est l'idée qu'on externalise des prestations qu'on pourrait internaliser. Qu'est-ce que dit la loi et le droit sur ce point ? Alors, c'est en ça que c'est très compliqué, parce que le Code du travail ne dit pas ce qu'est le contrat de travail, il ne dit pas ce qu'est le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail. Oui. Du coup, c'est la jurisprudence qui a été amenée à déterminer qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on est en lien de subordination avec un employeur. Et là, c'est là que la frontière est grise, puisque le lien de subordination suppose 3 critères, un contrôle, une direction et une sanction. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? Parce que quand on utilise un prestataire de service, on lui demande de faire un travail. S'il ne fait pas bien son travail, on résilie le contrat, donc il y a sanction. Et donc la frontière est assez ténue. Et elle est d'autant plus ténue que depuis quelques années, on peut avoir recours à des auto-entrepreneurs qui vont par eux-mêmes réaliser des prestations de services en toute indépendance, soi-disant, et en fait, ils ne vont pas être en mesure de déterminer leur prix ou la manière dont ils vont réaliser les prestations, et c'est là que la requalification peut intervenir. C'est le fameux débat de l'ubérisation. Il y a un monoclient. Donc l'impossibilité de pouvoir avoir plusieurs clients, c'était un sujet, et puis le prix est fixé par la plateforme et non pas par le chauffeur de taxi, enfin en tout cas celui qui nous transporte. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres secteurs. Je pense aujourd'hui le secteur des indépendants qui claquent des dents dans cette crise Covid et qui commence, on fera d'ailleurs une émission et un débat sur ce sujet. Eux c'est pareil, ils ont choisi d'être indépendants au nom de la liberté et ils s'aperçoivent assez vite qu'ils ne le sont pas en fait. Non, exactement, et ils sont d'autant moins que la crise aidant, eh bien, le contrat il se résilie beaucoup plus
plus facilement qu'un contrat de salariat. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de flexibilité à être indépendant. Et en quelque sorte, c'est la belle vie quand tout va bien, quand il n'y a pas de crise. En revanche, dès que les temps sont un peu plus durs, et là, depuis un an, on peut considérer qu'ils sont très durs, eh bien, il y a un risque réel pour les indépendants de se retrouver sans un sou du jour au lendemain. Alors, il y a eu la volonté de réforme du président de la République. C'était un de ses éléments de programme qui était d'assurer des indemnisations chômage pour les indépendants. Pour l'instant, pas grand-chose là. Non, pas grand-chose, parce qu'il faut avoir un projet véritablement pour les indépendants, et ce n'est pas vraiment le cas. Et outre les indépendants qui vont peut-être chercher à assurer la protection, on a aussi un contrôle très accru des URSSAF. Puisque, comme je le disais en introduction, il y a des charges sociales qui disparaissent dans cette sous-traitance, dans cette ubérisation. C'est un peu l'objet, non ? C'est ça le fin mot de l'histoire. Non, excusez-moi, maître, il faut le dire. Pour beaucoup, ça peut l'être. C'est un contournement des charges sociales. Pour beaucoup, ça peut l'être, et c'est pour ça que les URSSAF ont des instructions précises de systématiquement regarder les contrats qui sont conclus avec des auto-entrepreneurs pour vérifier si derrière un contrat de prestation de service ne se cache pas en réalité un lien de subordination. Pour le dire simplement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne conservent que le dur, les formations, les métiers du dur, et puis tout le reste est externalisé. On le voit, c'était vrai depuis 20 ans, des payes, des services de paye, de la comptabilité. On le voit aujourd'hui avec la communication, et on le voit avec beaucoup de choses, le ménage, le nettoyage. Est-ce que c'est la fin du salariat ? Est-ce que l'entreprise, de plus en plus, se replie sur son cœur de métier qui va produire son produit, et tout le reste va être externalisé ? C'est un risque. Alors, certains diront c'est une opportunité, d'autres diront c'est un risque. Effectivement, se focaliser sur le cœur de métier. Et on a parlé, quand j'ai commencé ma carrière, des entreprises sans usine aussi, où on ne faisait que de la R&D. Les usines étaient externalisées en Asie du Sud-Est. On y revient depuis le Covid, vous avez vu, on parle de réindustrialiser. Ouais, on essaie. Les opticiens, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable problématique de se dire jusqu'où va l'externalisation ? Et quelque part, là aussi, quand l'externalisation n'est qu'une dissimulation et quelque part une amélioration de la rentabilité, il faut bien voir ce qui se cache derrière. Et typiquement, aller chercher un prestataire qui va permettre de sortir d'une convention collective et puis après revenir pas de la prestation de service, ça peut être considéré comme un contournement aussi du droit. Ça, le juge, il y a une jurisprudence sur ces points précis, c'est qu'on voit qu'effectivement, il sort de la convention collective qui était contraignante pour lui, passe en prestation extérieure où là, il y a une liberté totale et laisse au prestataire le choix de gérer ses salariés. Le juge a tranché sur ces dossiers-là, précisément ? Alors, ça a pu se juger notamment sur ce qu'on appelait l'externalisation des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire qu'on demandait à une structure de défaisance de faire le plan social à la place de l'entreprise. Et là, effectivement, les juridictions ont permis aux salariés lésés, évidemment, de bénéficier des modalités du plan social de l'entreprise d'origine. Étienne Pujol, avant de nous quitter, vous qui avez une vue un peu panoramique, un peu historique sur ce dossier, est-ce qu'on est un peu sur cette ligne de crête où aujourd'hui, de plus en plus, même de gouvernements, je parle en Europe, tendent à pousser vers le salariat. C'est-à-dire que la crise Covid a donné le sentiment qu'il y avait un besoin de protection plus important. Année 2000, il y a eu cette idée de la liberté, on crée notre boîte, on est libre. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un reflux. Est-ce que je me trompe ? En fait, ça dépend des gouvernements. En France, typiquement, ce qui est en ligne de mire et quelque part en perspective, c'est l'individualisation des parcours. C'est-à-dire qu'on considère que salarié ou indépendant doit bénéficier des mêmes droits et on construit soi-même sa propre protection sociale. C'est quelque part regrettable dans la mesure où ce n'est pas du tout la manière dont a été construit le pacte social après la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des problèmes de financement derrière, de la prévoyance, de la protection sociale, etc. Et des retraites, pour ne pas les citer. Et il faut bien trouver des solutions. Donc voilà, chaque gouvernement réagit à sa propre manière. Il y a un autre débat très important, vous l'ouvrez finalement, en quelques mots, c'est le paiement des cotisations par les indépendants. Les salariés, une partie des cotisations sont prises en charge par l'employeur, qui leur assure l'assurance chômage, on l'évoquait, mais aussi la retraite. Quand on est indépendant, on paye tout. On supporte tout. Alors certes, c'est déductible du revenu, mais quand même, c'est un poids supplémentaire. Et effectivement, on pilote sa protection à sa vue, mais on l'a bien vu lors du débat qu'on a eu ici sur les travailleurs de plateforme, souvent les revenus ne permettent pas d'assurer leur propre protection. D'où ces soucis de mutualiser ces indépendants par le biais de syndicats pour négocier au mieux avec les assurances une protection sociale qui leur soit propre. Sans parler de la réforme du RSI qui a changé de nom, mais mon petit doigt me dit que ça n'a pas véritablement changé les problèmes que rencontrent les indépendants et les artisans. Parenthèse, j'ai l'impression que vous devez être confronté à des difficultés face à ce nouveau RSI puisqu'il a changé de nom avec une réforme menée par, de mémoire, Édouard Philippe à l'époque. Merci en tout cas Étienne Pujol. Mon petit doigt me dit que on va se revoir au cours de cette émission parce que vous allez être l'un de nos invités
l'invité du débat, justement sur la reconversion. Je fais un teasing de notre débat dans le cercle RH dans quelques minutes. On fait une courte pause, la fameuse pause café avec Fanny Griesmer. Qu'est-ce qui reste de vos rêves de gosse? Pompier, je rêvais d'être footballeur, avocat, chirurgien. Est-ce que vous l'êtes vraiment devenu? Pas sûr. Fanny Griesmer nous explique tout. Fanny Griesmer, quel plaisir de vous retrouver pour ce lundi, début de semaine. Que reste-t-il, non pas de nos amours, qui est une jolie chanson, mais qu'est-ce qui reste de nos rêves de gosses quand on voulait tous devenir champion de football, de tennis? C'est vous, ça. C'était moi, avocat, chirurgien. Qu'est-ce qu'il en reste? Force est de constater que vous ne l'êtes pas devenu champion de foot. Non. Regret? Un regret, ouais. Bien Bon, sûr, en même temps, je fais un très beau métier. Je suis très heureux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? C'est vraiment la question, chiante, hein, que l'on entend quand on est enfant. Alors ça peut être champion de Formule 1, pompier, astronaute, barman, peut-être Batman, ça plus, ou star de cinéma. Quand vous étiez enfant et insouciant, vous aussi, vous aviez ce job de rêve. L'esprit des enfants est doté d'une imagination sans limite, de belles folies, d'horizons infinis. Et c'est sans doute ce qui pousse les adultes à poser cette question aux enfants. Un petit peu de nostalgie aussi, sans doute. Dans une étude réalisée par Zeti, un site de création de CV en ligne, 2000 personnes ont partagé ainsi leurs rêves d'enfant, des rêves qui sont parfois devenus réalité quand même. C'est quoi le job de rêve? Parce qu'il y a ces projections que l'on se fait, parce que les métiers, on les voit à la télé, il faut le dire. La télé nous fait rêver. C'est quoi les jobs de rêve aujourd'hui? Alors, le métier que l'on rêvait de faire, métier. Enfant, the métier, première place, c'est médecin. Et oui, un large plébiscite, car près de 6 personnes sur 10 voulaient porter la blouse blanche. Vient ensuite professeur, puis vétérinaire. En 4e position, musicien. En 5e, star de cinéma. C'est pas vraiment un métier, ça, star de cinéma. Non, il en faut beaucoup. Enfin, on peut faire du cinéma et ne sans pas être une star non plus. C'est ça. Zeti a établi un top 20, donc on ne le passera pas en revue, mais notez que chef d'entreprise occupe la 8e place, devant agent secret qui occupe la 13e position, journaliste 17e, c'est pas mal, mais derrière super-héros qui se hisse à la 15e place. Ouais, super-héros, c'est pas facile à trouver comme job. Non, c'est pas simple, le costume de Batman peut-être. Ça, c'est facile à trouver par contre. Alors, c'est drôle ou pas, en tout cas, on remarquera l'absence des secteurs tels que production et maintenance, gestion, finance, RH, audit, des secteurs boudés par les enfants, qui sont pourtant incontournables chez les adultes. Voilà, peut-être que ça inspire un petit peu moins. En tout cas, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai que enfant ou du moins très jeune, on n'a pas forcément ce souci de vouloir se conformer aux attentes de ses parents, de faire plaisir également à ses parents. Il n'en reste pas moins que la première source d'inspiration, ce sont les parents. Faire comme papa, faire comme maman. Alors, ou pas faire comme papa ou pas faire comme maman. Vraiment un super-héros et maman une star de cinéma, je ne sais pas. Généralement non. En tout cas, ce qui joue beaucoup, ce sont les personnages des jolies histoires que l'on a pu nous raconter lorsqu'on était enfant, des héros de dessins animés aussi, des programmes jeunesse ou non que l'on a pu voir à la télévision, aujourd'hui sur les plateformes de streaming, sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux. Il y a une liste quand même de métiers, Fanny, avant de nous quitter. Voilà, on avait le top 20. Voilà, alors c'est vrai, qui ne bouge pas. On peut dire que cette liste, elle a assez peu bougé, que vous soyez né dans les années 60, 70, 80, 90. Voilà, ces rêves étaient partagés par des enfants de générations différentes. Sauf que les conseillers d'orientation vont pouvoir ajouter de nouveaux profils à leur liste aujourd'hui. Oui. Le rêve de la nouvelle génération n'est plus vraiment, et plus seulement en tout cas, de sauver des vies, de protéger les innocents, de découvrir le monde. 30% des petits Anglais et 29% des petits Américains aimeraient devenir youtubeur. Ben oui, ça cartonne. Voilà, c'est le résultat d'un sondage mené par Lego, la marque de jouets, et Harris Paul auprès de 3000 enfants de 8 à 12 ans vivant aux États-Unis, en Angleterre et en Chine. Donc voilà, de nouveaux profils. Alors que reste-t-il finalement de nos rêves d'enfants? C'est vrai que sont rares ceux qui se retrouvent des années plus tard au volant d'une voiture de course ou à faire des bonds sur la Lune. Désormais grands et adultes, certains ont suivi leur vocation, se sont accrochés à leurs rêves coûte que coûte. D'autres ont embrassé une toute autre carrière, ont vu leurs envies évoluer, c'est souvent ça, se sont raccrochés à des métiers un petit peu plus réalistes. Selon l'étude menée par Zeti, 67% des sondés n'exercent pas le job dont ils rêvaient lorsqu'ils étaient enfants. Mais parmi eux, la petite flamme est toujours là, puisque 58% espèrent
toujours pouvoir le réaliser. Et c'est là que la reconversion professionnelle peut intervenir quelques années après, se raccrocher à ses rêves d'enfant. Je trouve ça plutôt joli. Quand finalement on s'aperçoit que on ne fait pas forcément ce que l'on voulait faire quand on était enfant. Aujourd'hui, quand on parle de job de rêve, c'est plus forcément être super-héros, être pompier, être médecin. Ça semble beaucoup plus difficile, je trouve, de répondre à cette question. Certains cherchent leur voie pendant très longtemps. Ouais, on a moins de rêves. Il y a ce côté, on est plus pragmatique. terre à terre, pragmatique. Ouais. La réalité qui arrive en pleine face et constitue un obstacle majeur. Alors pour moi, le job de rêve, c'est être heureux d'aller travailler le matin, de s'épanouir jour après jour. Mais souvent, quand on parle de job de rêve, on a l'impression que c'est surtout gagner beaucoup d'argent pour en faire le moins possible. Finalement, le job de rêve, c'est de ne pas avoir besoin d'en avoir un, être rentier, finalement, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que dans les médias, on voit souvent des annonces avec cette appellation job de rêve. Ouais, job de rêve. Donc j'ai pris les 3 derniers que j'ai trouvés qui sont parus dans la presse dernièrement. C'est quoi les jobs de rêve? Alors, dernière en date, être payé à manger des chocolats et des bonbons. Une confiserie canadienne chercherait des personnes pour juger le goût, la texture, la qualité de quelques 3000 produits contre une rémunération d'environ 20 € l'heure. Voilà, ça peut vous tenter. Si vous souhaitez autre chose, j'ai également testeur de pizza et de séries de Netflix. Voilà comment joindre l'utile à l'agréable. Comment devenir obèse, donc aussi, ça. au passage. Gardien d'une île déserte au large de l'Irlande, si c'est le calme qui vous tente beaucoup. Ça, j'ai vu l'autre jour, ce couple. Testeur de matelas. Ah oui. Je trouve ça génial. Testeur de matelas. Vous recevez 3 matelas. Vous faites un petit compte-rendu et vous gardez celui que vous avez préféré. Bien sûr. Je suis pas sûr qu'on devienne très riche en faisant du testing de matelas. Mais bon, Non, je mais vous dis vous ça. faites pas grand-chose. Mais on fait pas grand-chose si ce n'est essayer de matelas. Pour arrondir les fins de mois, je pense que c'est Merci bien. Fanny. Accrochez-vous Merci à vos rêves quand même. Il faut quand même évidemment avoir des rêves. Sinon la vie est bien triste. Merci Fanny. On se retrouve demain. Demain, Et avec vous grand nous avez fait un teasing et lancement du débat qui va suivre après cette courte pause. C'est la reconversion et qui effectivement fait écho à ce que vient de dire Fanny. Voilà. cette quête de sens, On a fait du droit pour faire plaisir à ses parents et puis on voulait vraiment devenir musicien et on le fait à 40 ans. Ça, c'est une reconversion réussie. On fait le point parce que ça bouge beaucoup et le gouvernement accélère sur cette question de la reconversion. On en parle avec nos experts. C'est tout de suite. Restez avec nous après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat avec mes invités, ils sont avec moi, ils sont heureux d'être là, ils s'installent pour être évidemment paisibles sur leur fauteuil, c'est important de le préciser. Avec moi 3 invités, Alexandra Petit-Signe, bonjour, merci de revenir sur notre plateau. Vous étiez déjà venue par les formations, consultante en développement professionnel à l'APEC, les cadres. On fera le point sur à la fois les reconversions souhaitées, celles qui sont belles, qu'on met souvent en valeur à la télévision. Voilà, j'ai renversé la table, j'ai quitté la finance pour devenir un fabricant de tomates ou cultiver des plantes bio. Ça, c'est une belle reconversion. Et puis, il y a aussi des reconversions plus techniques et parfois plus contraintes. On va en parler avec vous dans quelques instants. Ogéné Moginson, Ogéné, je suis désolé, fondatrice du cabinet Enego. Vous étiez venue au tout début de Smart Job, dans les premières émissions. On vous réinvite. Alors, vous êtes évidemment à la tête de ce cabinet de conseil en stratégie. Et puis, je précise quand même que c'est important, votre parcours, c'est le parcours d'une sportive de haut niveau en taekwondo avec des titres, beaucoup de titres. Et je pense que le travail du sportif, c'est intéressant. Il doit passer par la reconversion et à peine entamant sa carrière de pro, doit déjà commencer à se dire qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que je fais quand je me blesse ? Voilà, est-ce que j'ai un boulot après ? C'est un vrai sujet pour les sportifs et dans des sports qui sont des sports entre deux, où on ne gagne pas. Voilà, les sports passion, on ne gagne pas des millions comme dans certains autres sports. Et là, il faut réfléchir à ce qu'on va faire après. Étienne Pujol, je vous l'avais dit. Étienne, qu'il allait revenir, bah oui, c'est comme ça, c'est le hasard de la vie. Étienne, vous êtes avocat au cabinet Barilo, avocat spécialiste en droit social, en droit du travail. Et la reconversion, c'est un sujet évidemment qui va vous intéresser, mais à l'aune de ce qui se passe au niveau du transco, des transformations plus globales quand une entreprise ferme. D'abord, est-ce que vous avez réussi, Onégué, votre reconversion ? Est-ce que vous avez le sentiment, parce que moi je connais beaucoup de sportifs qui pour certains galèrent, c'est-à-dire se retrouvent en situation de galère, pour parler de votre cas, vous basculez dans un cabinet, vous devenez chef d'entreprise. Vous l'aviez en tête ça quand vous étiez sportive ou pas ? Non, je ne l'avais pas en tête, mais ma chance c'est que j'ai découvert mon sport très tard. J'ai commencé à 18 ans. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce sport et
l'entraînement et la passion ont fait que j'ai pu effectivement pousser loin, entrer en équipe de France et faire des médailles. Mais j'ai toujours eu en tête le fait de faire des études et d'aller chercher, de devoir aller me vendre ensuite sur le marché du travail. Donc j'avais toujours dans un coin de ma tête cette reconversion. Donc je n'ai jamais arrêté mes études en fait. Je faisais mes études de droit en parallèle du sport. Donc c'était assez tendu, mais ça n'était pas négociable en fait. Pour moi, c'était normal de le faire. Bien sûr. Et donc du coup, à la fin de mes études, au final, ça a quand même été une reconversion, puisque d'études de droit, je suis passée au service commercial d'une entreprise. Donc, mais c'est le sport qui, effectivement, m'a mis le pied à l'étrier dans l'entreprise, puisque au service commercial, je retrouvais les mêmes enjeux, des défis, challenges, des classements. Donc, effectivement, j'étais dans mon élément. Par chance, j'ai été dans mon élément directement. Pour devenir ensuite, avec un autre chemin, chef d'entreprise à la tête d'un cabinet pour accompagner et pour évidemment recruter, on va en parler. Alexandra Petit-Signe, il y a la reconversion classique, celle dont on entend parler depuis 20 ans, enfin ça fait un peu plus de 25 ans que j'anime des débats. Là, c'est la reconversion traditionnelle. Est-ce qu'on a changé de braquet avec le Covid? Est-ce que, avec tout ce qu'on nous dit, avec des journaux qui nous disent mais les métiers de demain, on ne les connaît pas encore, 50% des métiers vont disparaître, c'est-à-dire qu'on dit à des salariés, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est pas sûr que vous le fassiez encore dans 3 ans. C'est angoissant quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que typiquement, dans votre cas, on voit bien que la transition professionnelle, enfin la logique en tout cas d'employabilité, elle était toujours présente. Quand vous avez démarré votre carrière sportive, vous aviez déjà en tête, voilà, ce métier, je vais peut-être pas le faire toute ma vie, je vais pas pouvoir le faire toute ma vie, donc j'anticipe et je réfléchis effectivement à la suite de ma carrière. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait nous à l'APEC aussi, dans notre métier, justement, d'accompagner les cadres dans cette transition. Hein. Donc, on les Ils vous disent quoi, vos cadres? Il y a un cadre sur 5 qui dit je veux me reconvertir. Il vous dit c'est parce que je suis mal dans mon boulot, que l'ambiance dans la boîte ne me plaît pas, quelle que soit la taille de la boîte, ou c'est parce qu'ils ont une autre aspiration de vie qui est plus, j'irais presque plus philosophique? Oui, on voit bien, on l'a vu déjà en 2020, en 2019 aussi, qu'il y avait vraiment un vrai besoin de sens et qu'aujourd'hui, dans les métiers cadres, dans les métiers de manager, on s'interroge vraiment sur quelle est la logique, la finalité. Hein. Pour le dire vulgairement, c'est un peu parfois qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est ça, et que du coup, cette crise effectivement sanitaire aujourd'hui, elle accélère en fait cette logique de transition. Et ça, vous le constatez en termes de chiffres? On le constate effectivement en termes de chiffres, et j'ai envie de dire sur les territoires, on travaille auprès justement de ces cadres, hein, dans le cadre de cette transition professionnelle, pour les réfléchir effectivement à quels sont les besoins sur le territoire sur lequel ils sont, quelles sont ces transitions nécessaires, qui sont les métiers qui deviennent obsolètes, et comment les accompagner justement pour éviter le passage Pôle emploi, hein, pour vraiment prendre les choses en amont, tel que c'est prévu d'ailleurs. De manière à ce que ça se chevauche et qu'il n'y ait pas de trou et de rupture. C'est souvent l'enjeu de pouvoir enchaîner sur autre chose. Étienne Pujol, je ne sais pas, vous comme avocat, vous avez vous aussi chez les avocats la tentation de Venise, de se dire à un moment donné j'ai trop de boulot. La tentation de Venise, c'était Alain Juppé qui à un moment donné avait dit j'arrête la politique, j'en ai ras-le-bol, je vais partir à Venise, écrire des livres. Est-ce que vous, de temps en temps, vous l'avez cette tentation de Venise, vous aussi, dans vos corps de métier, qui sont des métiers que les gosses aimeraient bien faire, puisqu'on l'a vu avec Fanny Griesmer, avocat, c'est plutôt coté. Oui, alors moi je le vois aussi parce que je suis administrateur de notre caisse de retraite et on voit effectivement l'évolution de la profession. On voit beaucoup de confrères et surtout de consoeurs, c'est-à-dire des femmes qui quittent malheureusement la profession après avoir été formées pour être avocat, qui quittent la profession très tôt parce que c'est très chronophage, c'est très contraignant, et notamment à l'arrivée du premier enfant, se disent voilà, je préférerais quelque part être salarié ou lever un peu le pied parce que les horaires sont pas compatibles avec ma vie de maman. Et pas toujours rémunérateur, hein. C'est un métier parfois à Paris où on ne gagne pas très bien sa vie. Oui, le revenu médian est en baisse, on l'a bien vu quand on est descendu dans la rue pour sauver notre système de retraite, etc. etc. Donc oui, effectivement, c'est une préoccupation parce que la formation initiale est très importante, la formation continue est un cœur de soucis pour nous aussi, de préoccupation, et donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender au niveau de la profession dans son ensemble. C'est vrai que un mot, parce qu'il faut qu'on parle ensuite du collectif qui est moins fun, hein, qui est pas...
je crée mon potager bio dans le Gers après avoir été cadre pendant 20 ans. Là, c'est vraiment fun. Transco, on va le voir, c'est un peu moins fun. Hein. C'est du collectif, c'est voilà, on n'oblige pas, mais pas loin le cadre à passer à autre chose. Quoi. Mais ce qui est intéressant quand même, il va le subir, on va en parler. Ouais. Mais bon, ce qui est intéressant en tout cas, je trouve, dans ce dispositif, c'est que quelque part, il anticipe quand même des situations sur les territoires et il permet, en tout cas, justement, à ces cadres qui sont dans des métiers à risque, qui sont dans des métiers où on sait que ça va être de plus en plus compliqué, de pouvoir anticiper en amont, prendre cette démarche immédiatement pour pas se retrouver en chômage ou en chômage longue durée. Et ça, c'est un point positif quand même de ce dispositif. Et puis aussi, il faut dire que les entreprises qui sont les plus fragiles quand même, ce sont plutôt les petites et moyennes entreprises. D'abord parce qu'elles ont moins de fonds, et puis ensuite parce que c'est beaucoup plus difficile pour une PME de libérer le temps d'un ou deux collaborateurs pendant 24 mois. C'est beaucoup plus compliqué. Juste un mot, parce que vous accompagnez vos clients dans la performance commerciale. Il y a quand même le mot performance, sportif de haut niveau, il faut gagner, il faut gagner des marchés. Il y a aussi la tentation de venir chez les commerciaux, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier en transformation. On leur demande d'être dans le numérique, d'envoyer leurs messages sur Instagram, il faut être sur LinkedIn, il faut être partout. Mais en même temps, il faut quand même continuer à conduire la voiture pour aller voir les clients. Ça s'est durci aussi le métier de commercial. Et là aussi, il y a aussi des cadres qui vous disent, moi j'en peux plus, quoi, je suis au bout. Ça a énormément évolué. En fait, le métier, comme beaucoup de métiers, c'est beaucoup digitalisé. Ah oui. Et c'est vrai qu'en fait, la fracture se fait au niveau des personnes qui ne sont pas trop à l'aise avec les réseaux sociaux, qui n'y croient pas trop et qui ont l'impression que c'est chronophage. À juste titre, c'est chronophage, mais au bout d'un moment, ça paye. Mais il faut vraiment, effectivement, prendre le temps de connaître ses clients, de bien fidéliser son portefeuille. Ce sont des outils très, très efficaces, en fait, pour... Générationnel aussi. Enfin, aujourd'hui, il y a des commerciaux qui ont 50, 55 ans, qui ne sont pas de cette école, à qui on dit il faut basculer cela, vous disent non, moi j'y arrive pas. Quoi. Il y a des geeks aussi. Il y a des geeks aussi, c'est vrai. Il y a des geeks d'anciens informaticiens qui sont je suis caricatural. Dans le commercial. Donc si vraiment ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux ou les nouvelles techniques de prospection, là il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est garder en tête le fait de toujours se former. Donc ça dépend du métier dans lequel on est commercial. Mais si vous êtes dans un métier comme je l'étais dans la com ou le marketing, vous êtes en amélioration continue, vous êtes toujours avec des nouveaux produits, toujours en train d'avancer, de chercher le prochain outil qui va nous permettre d'être encore plus efficace. Donc dans ces cas-là, c'est une suite logique. Mais dans certains métiers plus traditionnels, effectivement, le digital est venu tout chambouler. Donc quelque part, il faut une formation pour les commerciaux. Les métiers de commerciaux, c'est vrai que les profils des commerciaux sont quand même des profils souvent qui ont beaucoup d'énergie et qui ont une capacité quand même, adaptabilité, souplesse, de grande souplesse. Et souvent c'est aussi des personnalités qui savent anticiper parce qu'ils sont. C'est très sportif tous ces mots-là. Ça marche dans le sport aussi. Souplesse, anticipation. C'est le taekwondo, ça. Juste Transco, parlons-en quelques minutes parce que c'est un sujet. On était dans une forme de reconversion, on aurait pu la faire de manière traditionnelle cette émission, sauf que patatras, il y a Transco. Le gouvernement, c'est le ministère du Travail qui engage ce processus de transition collective. Et déjà, les syndicats se braquent, se cabrent en disant attention, transition subie, volontaire. Comment ça va se passer? Parce que vous êtes en première ligne sur cette transition. Bon, comme je le disais, nous, on est déjà dedans, j'ai envie de dire, puisque c'est notre métier au quotidien que d'accompagner justement sur les territoires. Collective. Et c'est vrai que, en tout cas, dans ce dispositif, l'idée aussi, c'est bien sûr d'accompagner de façon collective, mais aussi de partir de la logique territoire et de qu'est-ce qui s'y passe et de quels sont les besoins et quels sont les risques. Au plus près. Donc c'est vrai que là, typiquement, l'APEC est très présente puisqu'elle est justement, elle travaille au quotidien avec juste un exemple, parce que soyons concrets. Il y a Airbus aujourd'hui qui est dans une situation dramatique. Il y avait un plan social qui a été engagé. Les avions ne décollent pas ou peu. Les avions ne se vendent plus. Airbus va devoir faire appel j'imagine, à une transition collective. C'est ça dont il est question, c'est dire à des salariés qui avaient un job plutôt sympa, les avions ça se fait plus, il faut les remettre, les reventiler ailleurs. Comment on fait ? Je pense que là, on est typiquement dans le cas de transfert de compétences. On sait que tous ces métiers-là peuvent basculer effectivement dans d'autres secteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir justement faire le point sur le cœur de métier, les compétences, et voir comment on peut les transférer dans un autre métier. Et de le faire bien en amont
pour que ces personnes ne se retrouvent pas effectivement dans des situations ensuite de chômage. Sans passer par la classe Pôle emploi, parce pour que c'est éviter ça l'argument du ministère. la casse Pôle emploi. Juste Étienne Pujol, sur le travail subi, la transition collective, qui est un joli mot, cette idée sur le principe et le papier, c'est très intéressant d'ailleurs, de prendre finalement un paquet de salariés qui n'a plus d'espace professionnel, puisque le métier disparaît ou est en train de disparaître, et c'est de les faire basculer en s'appuyant sur leurs compétences. Sauf que j'ai lu les syndicats commencent à se cabrer en disant, attendez, il faut aussi voir que l'entreprise doit déjà, dans son éventail, dans le groupe, pouvoir reventiler et pas commencer à exfiltrer des salariés, parce qu'il y a un vrai enjeu. On se dit, tiens, on va s'en séparer par la transition collective. Oui. Non, est-ce qu'il n'y a pas une facilité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais c'est pour ça que ce qu'a mis en place le gouvernement est assez sensé, je trouve, parce qu'en amont, il y a une phase de diagnostic que l'entreprise doit faire avec ses partenaires sociaux, justement, dans le cadre de ce qu'on a appelé jusqu'à récemment la GPEC. C'est ça. Donc c'est bien de la prévision de l'emploi et des compétences. Et donc on anticipe quels vont être les métiers dans notre écosystème. Dans l'écosystème, qui c'est vont ça. être amenés à disparaître. Et donc permettre d'anticiper ça pour former ceux qui occupent ces emplois-là vers de nouvelles compétences qui sont définies grâce à l'APEC aussi, localement, comme des besoins. En Ile-de-France, par exemple, on a un gros manque, une grosse pénurie en termes d'infirmiers, d'aides-soignants, d'informaticiens, etc. Et donc, l'APEC va aider et l'entreprise va faire ce diagnostic d'anticipation de métiers en souffrance pour former ses propres collaborateurs à un coût normalement zéro pour les PME, puisque le reste à charge normalement est nul pour les petites entreprises. Exact. Et du coup, faire en sorte que ces salariés puissent, dans ce temps de 24 mois, être formés sur ces nouveaux métiers où là, l'emploi est en tension. Oghané, vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'en fait, quand vous prenez l'exemple des salariés d'Airbus, ils ont forcément des compétences très pointues qui peuvent intéresser beaucoup d'entreprises, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait une aide extérieure pour les aider à aller plus vite dans ce basculement vers le prochain poste, parce qu'en fait, on n'est pas en train de vous pousser vers la sortie en vous disant on n'a plus besoin de vous, c'est plutôt on a besoin de vous ailleurs, et voyons comment, à travers une formation, vous pouvez transférer ces compétences qui sont clés et qui sont très recherchées sur un autre métier, sur un autre poste. On parle tout le temps des métiers les jeunes, on les forme aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore, mais on les forme à des compétences clés qui font que, mises ensemble, ça va leur permettre sur des petits cubes qu'on peut assembler pour être adaptable. Et ça, on n'en est pas conscient quand ça fait des années qu'on est dans le même poste, dans la même entreprise. On n'est pas du tout conscient de ces compétences. Un peu comme quand on est athlète, on n'est pas du tout conscient qu'effectivement, on a des compétences qui vont intéresser les entreprises. Des soft skills, ce qu'on appelle les soft skills. C'est ça. Mais combativité, courage. Mais c'est bien de pouvoir dire aux salariés, voilà, vous savez faire, vous avez ces compétences-là qui sont recherchées dans tel type de secteur. Et l'APEC vous accompagne. peut créer finalement une territorialité avec les régions, parce qu'elles sont impliquées, elles ont la compétence économique, ces fameuses régions, et par région. Vous vouliez intervenir? Précisons que chez Airbus, on peut aussi un jour, dans 10 ans, ou dans 5 ans, dire mais maintenant on reprend les avions, on est en train d'inventer l'hydrogène, l'électrique, et on aura besoin de vous. C'est pas des métiers qui vont mourir, on va avoir encore besoin de personnes chez Airbus. C'est terrible. C'est vraiment de l'anticipation, c'est-à-dire que les textes disent bien on est hors plan social. C'est ça. Quand il y a un PSE, il n'y a pas de transco possible. En revanche, on est dans la GPEC, donc on prévoit prévisionnel. des compétences, et donc on fait ça a priori à froid, c'est-à-dire qu'on se projette vraiment à un horizon moyen terme en disant voilà, aujourd'hui voilà ce dont j'ai besoin, demain voilà ce dont j'aurai besoin. Forcément, il y aura du déchet, et il faut essayer de valoriser tous ces besoins de l'entreprise à l'avenir. Avant, il y avait la DATAR pour l'aménagement du territoire. Le Transco, c'est un peu la DATAR de l'emploi. C'est-à-dire, c'est de se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, on va bouger plutôt dans ce sens-là et on a besoin de ces salariés. Juste d'un détail qui n'en est pas un, les salariés, on les encourage, ils sont libres, ils sont contraints. Comment ça se passe? C'est un problème de droit, ça. Oui, ça qui est quand même intéressant, c'est que ces PME et ces cadres dans les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas habitués justement à avoir cette culture de la prise de hauteur, qui ne sont pas habituées parce qu'elles sont vraiment au cœur de leur... elles sont plus fragiles, donc elles sont au cœur de leur logique de chiffre d'affaires et de développement. Là, ça leur permet aussi, et ça c'est très positif je trouve, de pouvoir prendre de la hauteur de vue et d'être dans une logique de stratégie plus à long terme et d'anticiper effectivement les changements. Vous avez des chiffres, je ne sais pas si on les a encore, parce que c'est assez frais le Transco, donc on n'a pas de visibilité, mais est-ce qu'il y a déjà des entreprises avec lesquelles vous êtes en contact et qui vous ont dit, nous on est en train là
là, de pouvoir faire basculer une population dans une activité particulière. Vous avez ou pas? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les territoires aujourd'hui se sont beaucoup de territoires ont indiqué quelles étaient la logique de leurs besoins, les métiers à risque sur leur territoire, leurs besoins qu'on connaît aussi, et que aujourd'hui le processus se met en place. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a déjà des entreprises qui vont utiliser ce dispositif. En tout cas, qui se sont positionnés et qui ont expliqué effectivement quels étaient leurs besoins. Donc il y a d'abord un diagnostic assez long pour d'abord. C'est ce que disait Étienne Pujol. Et puis d'un autre côté, il y a aussi ce diagnostic des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de travail et beaucoup de besoins. Donc ceux-là, on les connaît aussi. Le numérique. On sait le numérique, on sait tous les métiers de la santé, les aides-soignants, les infirmiers, tous les métiers aussi de l'accompagnement des personnes. Je suis un peu abrupte, mais comment motiver une femme qui avait un emploi dans le marketing ou un emploi lui dire, tiens, regardez, dans la petite enfance ou dans les EHPAD, pour le dire un peu directement, il y a beaucoup de travail. Quand elle regarde la fiche de poste et le salaire, elle n'y va pas. Mais non, mais on parlait tout à l'heure des métiers. Envie, quoi. On parlait tout à l'heure des métiers. On vend très beaux métiers, oui, certes, mais enfin bon, difficile, avec des horaires décalés, un salaire qui est faible. C'est les carrières des femmes. On en parlait tout à l'heure là avec le métier d'avocat. C'est vrai que moi j'ai coutume de dire quand même que on gère pas sa carrière de la même façon quand on est une femme que quand on est un homme. Et c'est vrai qu'avoir un moment justement d'étape où on peut avoir passé plus de temps en accompagnant les jeunes enfants. Ça peut être un moment important dans sa vie et dans lequel on se positionne vraiment de façon sensée et reprendre ensuite une carrière différente quand les enfants sont devenus des adolescents ou des jeunes adultes. On sort aussi faut pas faire rêver les gens, quoi. On sort aussi d'une longue période où les gens se sont énormément interrogés sur leur avenir, sur l'avenir de leur société. Donc certains ont vraiment eu peur de perdre leur poste, donc ont été déjà dans pour le dire. Et leur vie. Et oui, sûr, parce qu'il y avait ceux qui. C'est pour ça qu'on est allé si loin dans notre réflexion. Mais du coup, il y a peut-être plus d'ouverture de la part des salariés pour leur dire on va réutiliser vos compétences dans d'autres types de métiers. Ils sont plus prêts, je trouve, parce que on a tellement eu peur de perdre son métier que du coup, on nous propose un plan B en disant vous pourrez revenir si vous le souhaitez, mais on va utiliser vos compétences autrement. Donc effectivement, ça aide. Et on parlait tout à l'heure de la quête de sens. Et le système a été protecteur. Il faut quand même le dire. On parlait de la quête de sens. On voit énormément chez les cadres aux alentours de la quarantaine, début des quinquas, des gens qui se disent mais en fait, c'est le démon de midi j'étais professionnel dans mon univers et en fait c'est pas du tout ce dont j'ai envie pour la fin de ma carrière. C'est exactement ça. Autre chose, j'ai envie de sens. Et on les voit chez les millennials où ils se disent mais explique-moi pourquoi je dois faire ça. Et en fait les cadres et les quinquas aussi se disent mais finalement pourquoi je ne serais pas acteur d'autre chose. Mais le Covid a créé un effet loupe sur la psyché, sur la manière dont on aborde nos vies. Je pense que ça a dû accélérer les processus de transformation psychologique en disant bon, ras-le-bol de faire ce boulot qui était sympa peut-être, mais moi je veux plus ça. Moi j'ai toujours rêvé de bosser. Les rêves d'enfant, comme disait Fanny. C'est exactement les rêves d'enfant de Fanny. Voilà le travail de qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes valeurs et vers quel type de structure j'ai envie de bosser. Mais donner sa patte. Vous voyez, on est à cheval dans ce débat entre la quête de sens, c'est-à-dire quelque chose d'assez beau, et de se dire tiens, je vais me tourner vers la boulangerie, je vais me faire un métier manuel alors que j'étais plutôt dans la finance. Et puis on est dans la transco sur des métiers de la petite enfance, je leur dis, sur les métiers de l'aide à la personne, de la santé, dont on sait qu'ils sont. Voilà, les métiers de bouche. On cherche des bouchers, on cherche des poissonniers, on cherche même des cordonniers, je crois, qui sont des métiers pas toujours rémunérés. Donc c'est compliqué pour vous de les accompagner. On est moins dans le rêve, quoi. Ouais, on organise sa vie différemment après. Quand on est dans cette logique-là, on le voit. On est plus dans le don dans ce cas-là. C'est surtout qu'on a des cadres dirigeants ou des managers qui sont passés quand même par des moments difficiles dans leur entreprise, par des burn-out, ils en ont bavé. Des difficultés, voilà. Et le fait de faire un métier dans lequel il y a une logique, il y a un savoir-faire, il y a justement cette logique comment dirais-je, de quête de sens, ça leur permet de se ressourcer. Avant de nous quitter. Et le salaire passe en deuxième plan. C'est vrai. Exactement. On fait des sacrifices financiers en se disant je fais un truc qui me plaît. Voilà, au quotidien, je ne peux pas y aller la boule au ventre. Et ça a plus de sens et je me sens plus en accord avec ce que je fais au quotidien. Et vous, Auguené, et vous trois d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous êtes tous la tête dans le guidon à nous expliquer que c'est très important de se reconvertir et que c'est tellement génial. Et vous n'avez pas envie de passer à autre chose? Vous êtes... attendez, je viens de commencer. Vous avez commencé. Non. Okay. Mais en plus, vous êtes bien dans votre poste. Je suis vraiment dans mon élément.
Non, j'ai même fait 2 bilans de compétences qui m'ont dit non, vous êtes exactement la performance. Vous l'avez revalidé. Mais voilà, mais c'est les conditions dans lesquelles je faisais. Donc plutôt que d'être dans une grosse structure, je suis à mon compte et j'ai plus de choix pour les clients avec lesquels je vais travailler. Donc vous êtes bien dans vos mocassins ou dans vos bottines. Ouais, là je ne pense pas. Étienne, tu feras ton droit, passe ton bac, fais ton droit, deviens avocat. Il n'y a pas envie chez vous de faire autre chose ou vous êtes à votre place au bon endroit? Non, moi ça a été un métier que j'ai embrassé à 26 ans avec passion et je suis toujours passionné 25 ans après. Donc vous êtes à la bonne place. Content, oui. Pourtant on se pose des questions, comme tous les avocats ou toutes les personnes à l'approche de la cinquantaine. On se dit, est-ce que vraiment je suis là où je voudrais être? Et en fait oui. Vous êtes bien là où vous devez être. Et en plus sur le plateau de Smart Job, c'est quand même pas mal. Excellent. Il faut le dire. Je veux dire, aujourd'hui, vous qui recevez tout le temps des gens... Voilà, mais on est aussi à un moment qui est difficile, mais qui est extrêmement intéressant. Parce qu'on vit une vraie transition, une vraie évolution, un vrai changement. C'est un défi pour vous, la PEC. C'est un défi pour nous. Et puis, cette anticipation, en tout cas, qui est faite avec ce dispositif, je trouve que c'est vraiment vous y croyez, en tout cas, à Transco, une excellente idée. Dont on parle pas aussi beaucoup. Pour nos entreprises, celles qu'on accompagne le plus à la PEC, qui sont ces petites et moyennes entreprises et les cadres qui bénéficient le moins en fait, d'accompagnement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. C'est une super époque de toute façon pour se former, génial, pour aller chercher l'information. On a Internet, on a tout. On peut se tester. On est quand même dans un pays qui nous permet d'être aidés dans... Protecteur. Voilà, très protecteur. On peut essayer des choses pendant quelques mois. C'est le moins qu'on puisse dire. Aller sur le terrain et sans perdre directement sa rémunération. Et garder son statut, ses cotisations, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, parce que c'est tout l'enjeu. On finance aussi ça par et oui, parce que tout d'un coup, la mutuelle et tous ces sujets dont on ne parle pas beaucoup, qui fait que patatras, tout s'effondre. C'était un plaisir de vous accueillir. Ogene Mojinson, très à sa place dans ce cabinet négo dont vous êtes la fondatrice, et vous la patronne, ancienne sportive de haut niveau, ancienne championne de taekwondo. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Étienne Pujol. Berilo, j'ai dit Barilo, c'est Berilo, le cabinet dont vous êtes associé, bien à sa place depuis 25 ans. Et puis Alexandra est avec nous de l'APEC. Elle est en charge bien justement de l'accompagnement de ces entreprises, de ces PME et de Transco que vous soutenez, que vous portez, que vous plébiscitez. On est un acteur, en tout cas, des territoires. Alexandra, petit signe, voilà pour votre nom entier. C'est bientôt fini, Fenêtre sur l'emploi, notre partenaire Le Bon Coin va nous rejoindre, on va parler de la marque employeur. Bah oui, le Bon Coin, ça cartonne en matière d'emploi, bah oui, tout le monde dit oui, et Pauline Roche va nous rejoindre dans quelques instants. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, comme chaque lundi, Pauline Roche est avec moi. C'est un plaisir, Pauline, de vous accueillir chaque lundi. Vous êtes directrice marché emploi groupe Le Bon Coin et un thème chaque lundi. On s'intéresse à la marque employeur pour ce premier site de vente entre particuliers en France, il faut le rappeler, sur le marché de l'automobile, de l'immobilier, mais aussi sur le marché de l'emploi. La marque employeur, c'est quelle définition vous donnez, vous, à cette notion de marque employeur, qui est très importante d'ailleurs? Oui, tout à fait. La marque employeur, pour nous, c'est toutes les qualités en fait que l'entreprise va pouvoir mettre en avant, que ce soit pour ses collaborateurs, mais aussi pour les candidats. Donc ça va être vraiment le cadre de vie, les valeurs, les collaborateurs, les interactions avec les collaborateurs. Et en fait, la marque employeur est très importante dans le parcours de recrutement et souvent malheureusement délaissée. C'est-à-dire qu'on va concentrer, ils vont utiliser la marque employeur et les qualités, les entreprises vont bien vendre leur entreprise à leurs clients. C'est vrai. Ils vont continuer à vendre leur entreprise à leurs collaborateurs pour créer la culture d'entreprise, mais un peu moins dans le parcours de recrutement pour le coup. Je pensais même que vous alliez me parler des qualités de la marque employeur du Bon Coin, parce que qui joue là-dessus aussi le Bon Coin. On va parler évidemment de l'action que vous menez auprès des PME, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, mais le Bon Coin fait un travail énorme en termes de marque employeur, pour donner envie d'attirer les talents. Exactement. Donc là, dont vous d'ailleurs. Dont moi, c'est vrai. Et c'est vrai que en fait, la marque employeur du Bon Coin, elle est très forte, les valeurs sont très fortes. Bien sûr. Et en fait, on fait en sorte de ne pas être le moins mal chaussé des cordonniers, donc on met en avant fortement notre marque employeur. C'est important de le dire, c'est-à-dire que vous accompagnez, mais vous faites aussi, vous, en tant qu'entreprise, un énorme effort en matière de marque employeur. Vous accompagnez le Bon Coin, Pauline, les entreprises, en les prenant un peu par la main. Qu'est-ce que vous leur proposez? Donc en fait, on leur propose
En fait, la marque employeur va servir à promouvoir auprès des candidats actifs et des candidats passifs. Donc les candidats actifs, c'est ceux qui sont vraiment en recherche très très forte d'emploi et d'un nouveau poste. Et donc sur ces candidats-là, on va savoir que ce sont des zappers. C'est-à-dire que ces candidats actifs et même les passifs, on va passer 48 secondes en moyenne sur une offre d'emploi. Donc sur la catégorie emploi, nous, comment on accompagne les entreprises, c'est qu'on va leur dire comment mettre en avant leur marque employeur, parce que c'est bien de la mettre en avant quand on est en parcours de recrutement, c'est-à-dire pendant les entretiens. Souvent, les entreprises parlent bien de leur entreprise pendant les entretiens, mais en amont, ils le font pas. C'est vrai. Voilà. Et donc, on ne sait pas. Exactement. C'est flou. Et donc, du coup, en fait, ce serait comme si, je prends souvent l'analogie de l'immobilier, parce qu'on est aussi fort sur l'immobilier, mais ce serait comme si on regardait une maison, la construction de la maison, sans regarder où elle était, et comment étaient les voisins, etc. Là, et le jardin même. Et le jardin, tout l'environnement, en fait. Et en fait, nous, ce qu'on dit aux entreprises, et on va les accompagner dans ça, dans le côté, montrer votre marque employeur. Donc, nous, on le fait sur les candidats, comme je vous le disais, actifs qui sont zappers, et aussi sur les candidats passifs, parce que les candidats passifs sont quand même une manne de candidats importants pour les entreprises. Ce sont les candidats qui sont en poste et qui sont de plus en plus frileux à aller chercher des emplois parce que la conjoncture économique fait qu'il y a une certaine frilosité. Et là, on va leur permettre aux entreprises d'aller les chercher, c'est-à-dire de les mettre en avant. Avec des outils particuliers, de l'image, parce que 48 secondes, il faut de l'image, il faut de la vidéo. Donc c'est en fait, on a créé des pages dédiées à chaque entreprise qui peuvent permettre à l'entreprise de se mettre en avant. Et ça permet d'avoir un site carrière, même si on n'est pas une très grosse entreprise, parce que du coup, on peut mettre les photos des locaux, on peut mettre les photos des collaborateurs, aussi des informations sur le cadre de vie. C'est très important dans le parcours de choix. La qualité des locaux, la façon dont on va s'installer dans un bureau pendant 8 ou 9 heures, c'est important. Et c'est aussi des campagnes de communication qu'ils peuvent mettre sur le Bon Coin. Exactement. Que ce soit sur la catégorie emploi, de pouvoir faire une campagne de communication pour mettre en avant leurs valeurs ou le cadre de vie. Mais il n'y a pas que le cadre de vie, parce que malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas des locaux flambants. Oui, c'est comme les maisons, ça. Hein. Il n'y a pas que des palaces avec piscine, quoi. Exactement. Donc il faut trouver la bonne photo à mettre en avant pour montrer peut-être leurs collaborateurs qui sont souriants et contents de travailler. Ça joue. Et en fait, nous, on va mettre en avant cela sur la catégorie emploi, mais sur les autres catégories, puisqu'on prend souvent aussi l'analogie des agents immobiliers qui passent leur temps sur le Bon Coin à chercher des mandats. Et en fait, si vous cherchez un agent immobilier, faites une communication sur cette population, sur le Bon Coin, pour les attirer, qu'elles répondent à vos offres. Avant de nous quitter, vous avez déjà un peu une visibilité de l'action que vous menez auprès de vos PME. Qu'est-ce qu'elles vous disent en retour de ces campagnes? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche bien. Notamment, il y a certaines entreprises qui font des campagnes aussi pour des job dating. Bon, là, c'est un peu plus compliqué avec la conjoncture actuelle, mais qui font des job dating aussi virtuels. Et en fait, faire des campagnes de ce type-là, ça leur génère beaucoup de candidatures et des candidatures de qualité. Donc les entreprises sont très contentes et de nombreuses entreprises maintenant utilisent la page dédiée à l'entreprise comme site carrière. Donc vous êtes devenu en fait une sorte de grande coquille dans laquelle ils peuvent chercher, mettre l'annonce, faire leur développement stratégique marque employeur, des petites campagnes de communication vidéo-image. J'ai vu que les deux marchaient. Ils peuvent mettre aussi les petits films institutionnels de promotion et qui donnent tout simplement envie d'aller pousser la porte de l'entreprise. Et je rappelle que le Bon Coin fait un gros boulot, l'entreprise, en termes de marque employeur, en termes d'image, en termes de visibilité média et de discours. Nous sommes dans les grandes Great Place to Work et aussi labellisé Great Place for Women. Voilà, Great Place Women labellisé. L'un de vos dirigeants était venu sur ce plateau d'ailleurs avec Welcome to the Jungle, Alexandre. Tout à fait. Merci Pauline Roche. On se retrouve lundi prochain si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Faites partie de ces talents qui ont été attirés par le Bon Coin. Exactement. Évidemment, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin, qui est le premier site c'est quoi le premier site de vente? De mise en relation entre les particuliers et les professionnels. Oui, j'ai pas encore le réflexe. Ça couvre tellement de sujets. Mais c'est tellement gigantesque. Merci d'être venu, merci à vous, merci de votre fidélité. Je serai là demain évidemment. Merci Fanny Griesmer, merci aux équipes techniques. Le retour de Caroline, merci à Pauline, merci à Victoire, merci à toute l'équipe. Merci à l'ingénieur du son qui nous fait le son, merci au réalisateur. Merci à vous. Portez-vous bien d'ici là. Je serai là demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.